invités, avec deux nouveaux invités d'ailleurs. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Bienvenue, vous êtes fondateur de Rue 89, chroniqueur international et géopolitique sur France Inter. On signale votre dernier livre, Géopolitique de la Chine, et on rappelle que vous êtes également président de Reporters sans frontières. À vos côtés, l'un des plus grands savants français. Merci Pierre-Henri Gouillon d'être avec nous. Vous êtes professeur. Alors j'en ai retenu certains, je ne les ai fait pas tous parce que sinon on aurait besoin de toute l'émission. Sciences Po, Normal Sup, le Muséum d'Histoire Naturelle. Vous êtes spécialiste de génétique et vous présidez notamment le conseil scientifique du think tank de la Fondation Hulot. Face à vous, Gil Mihaili. Bonjour, historien, journaliste et directeur de la publication de Causeur qui fait sa une sur notre confrère et ami Éric Zemmour. À côté de vous, Alexandre Devecchio, journaliste à Figaro Vox, auteur, on ne le répétera jamais assez, des nouveaux enfants du siècle. C'était en 2016 au CERF et qui se met de plus en plus à la cravate, mais ce soir qui est resté mélanchoniste. On reviendra justement à la fin de l'émission sur cette question de la cravate et de l'info. Ce sera après la question que tout le monde se pose ce soir et aujourd'hui en Allemagne. Merkel doit-elle quitter la chancellerie avant 2021 ? C'est l'avis des libéraux allemands. La chancelière, en tous les cas, renonce à briguer un nouveau mandat à la tête de la CDU après une nouvelle déconvenue de son parti hier lors d'une élection régionale dans le Land de Hesse. À l'étranger, encore une autre question. Faut-il s'inquiéter de l'élection de Jair Bolsonaro ? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Le nouveau président brésilien veut baisser l'âge de la responsabilité pénale. Il regrette la dictature militaire et il veut amplifier l'exploitation de l'Amazonie. Donnez-nous votre avis. Posez-nous vos questions. On restera sur le continent américain pour revenir sur deux affaires récentes. L'envoi de colis piégés à plusieurs hautes responsabilités américaines et la tuerie antisémite de Pittsburgh samedi. Les adversaires de Trump mettent en cause la rhétorique du président américain. Ont-ils raison ? Ont-ils tort ? Partagez-vous leur avis. En tous les cas, vous pouvez nous donner votre point de vue et puis vous pouvez également nous dire si vous regrettez beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Les années Philippe Gildas, êtes-vous chasse au trésor, les nuls nulle part ailleurs ou Virevolta ? On attend vos souvenirs, vos réponses. Ce sera en fin d'émission. Mais d'abord, direction Berlin avec cette info qui est tombée en milieu de matinée, qui a été confirmée quelques heures après par Angela Merkel elle-même. Zugleich habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen, denn wir alle stehen in der Zeit und für mich ist es heute an der Zeit, Ihnen folgende Entscheidungen mitzuteilen. Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben. Alors en cause, les déconvenues électorales de la CDU sont parties en Hesse, 25% recueillis hier, 10 points de moins qu'en 2013. C'est le pire résultat local depuis 1966. Et l'allié social-démocrate subit lui aussi, vous le voyez, un énorme camouflet, moins 10 points aussi. Alors, il y a une question qui se pose, Pierre Aski, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il n'est pas temps d'en tirer les conséquences et de convoquer de nouvelles élections ? Alors, ça serait, à mon avis, un peu prématuré parce que oui, mais on dit ça depuis un mois. On dit c'est à chaque fois c'est prématuré. Les élections ont été tenues il y a à peine un an. Elle dispose toujours d'une majorité. Tant que sa coalition tient, elle n'a pas de raison de les convoquer. Simplement, je pense que même si elle a dit qu'elle resterait jusqu'en 2021, moi je ne suis pas à parier qu'il y aura des élections anticipées en Allemagne et qu'elle ne tiendra pas jusqu'en 2021. Quelqu'un qui annonce son départ ne peut pas tenir 2 années de plus oui, au pouvoir. C'est ce que les Américains appellent le lame duck, c'est-à-dire voilà, on est devenu un canard boiteux parce qu'on n'a plus d'autorité à partir du moment où tout le monde sait que vous êtes sur le départ. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ce n'est pas un problème de désaveu d'Angela Merkel, ce qui est en train de se passer. C'est un séisme beaucoup plus large. C'est que ce sont les vieux partis politiques qui sont en train de perdre du terrain partout. Si vous prenez les élections italiennes, françaises et allemandes, dans les 3 pays, vous avez le même phénomène. Les grands partis historiques sont en train de s'écrouler. Alors en Allemagne, c'est plus mesuré, parce qu'ils sont quand même encore en dominant. La CDU arrive en tête
dans le Land de Hesse, même si elle a perdu 11 points. En France et en Italie, les partis historiques se sont véritablement écroulés. Et c'est ça qui est important. On s'est focalisé sur la montée de l'extrême droite. On va peut-être revenir justement sur ça, sur le fait de la montée de l'extrême droite et peut-être la montée des écologistes dans un deuxième temps. Mais juste, vous dites, et je voudrais avoir la réaction de Gil Milaeli sur cette question, ce n'est pas un désaveu d'Angela Merkel. C'est votre avis également, Gil ? Je pense que c'est en quelque sorte, oui, un désaveu, pas personnellement, parce que ce n'est pas une personnalité qui suscite l'antagonisme ou la haine, mais elle incarne quelque chose. Et il faut pas oublier non plus que la seule chose que les urnes produisent, ce n'est pas des bonnes décisions, c'est la légitimité. C'est la seule chose. Et c'est tout ce qu'on demande. Or, on voit que le gouvernement allemand est en perte de légitimité. Et Angela Merkel, qui est un animal politique de très très haut niveau, elle sait, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une évidence. Quand on annonce son départ, le compte à rebours commence. C'est elle-même qui a théorisé, il y a 15 ans, je pense, les liens entre la présidence de CDU et être chancelier. Donc elle comprend tout à fait ce qu'elle vient de dire. Elle laisse le temps pour le concours, pour chercher un successeur. Chercher un successeur, mais ne pas être sous pression. Il y a un désaveu. Et ce qui est intéressant, c'est par rapport aux autres dégagismes, c'est pour une seule question, c'est pour la question de l'immigration. C'est la seule unique question qu'on appelle identitaire. Pieraski. Ce que je disais, quand je disais c'est pas un désaveu de Merkel, c'est que je pense que il y a dans cette affaire, c'est au-delà de la personnalité de Merkel. Et paradoxalement, dans les sondages, elle reste très haut à un niveau personnel. C'est-à-dire qu'elle est placée beaucoup plus haut que son propre parti. Donc il y a quelque chose de structurel dans cet effondrement des partis historiques qui... Effectivement, le détonateur, c'est la crise des migrants, c'est 2015. Mais regardez, pourquoi la CSU, qui en Bavière a pris une ligne totalement anti-Merkel, a refusé qu'elle vienne faire campagne et a fait venir le chancelier autrichien à la place, fait un score aussi mauvais que la CDU dans le Land de Hesse. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas crédibles. Oui, mais c'est plus compliqué que ça, je pense. Oui. C'est que c'est la fin d'une époque, globalement, qui prend des formes variées selon les pays, mais on est en train de vivre un changement d'époque. Et on vient de voir les chiffres en Bavière. Alexandre Devecchio, pour vous, ce n'est pas un désaveu de Merkel ? Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Pieraski. Je pense que ça dépasse. C'est très allemand ce soir. Ça dépasse. C'est le consensus. Oui, c'est la grande coalition. Mais justement, ça dépasse la personnalité d'Angela Merkel et je pense que c'est l'effet de la grande coalition. Finalement, quand tous les partis se ressemblent, ils ne se distinguent plus et il n'y a plus d'alternatives possibles, si ce n'est chez des partis dits populistes et nouveaux. Et c'est ce qui est en train de se passer en Allemagne. Je dirais qu'en France, on est peut-être moins avancé puisque Macron n'a pas fait de coalition puisque le système électoral n'est pas le même, mais on est aussi dans une forme de coalition entre libéraux de gauche et libéraux de droite. Donc c'est cette impasse-là dans laquelle on l'est. L'AfD n'est pas capable d'être une alternative crédible pour le moment. Et donc, on ne voit pas très bien comment l'Allemagne va sortir de la crise. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'elle dit « je ne me représenterai pas ». Effectivement, ça la démonétise totalement politiquement. Je ne vois pas comment elle peut gouverner après cela. Mais il n'y a pas tellement d'alternatives en Allemagne aujourd'hui à Merkel. Donc on va voir, à moins qu'il y ait une scission à l'intérieur de son propre parti avec une droite qui redevienne réellement de droite. En tout cas, après la disparition de la social-démocratie, la droite paye très cher ces alliances centristes, molles, libérales, contre nature. De l'autre côté, ils n'étaient pas alliés avec les libéraux pour l'instant. Pierre-Henri Gouillon, on voit en revanche que les Verts gagnent 8 points. Encore une hausse après donc, la performance d'il y a 15 jours en Bavière. Est-ce que le président du conseil scientifique du think tank de la Fondation Hulot s'en réjouit ? Le président du conseil scientifique du think tank avec la fondation s'appelle Fondation pour la nature et l'homme, puisqu'on ne peut pas avoir un ministre dans une fondation. Bon, maintenant qu'il n'est plus ministre, il peut revenir à la fondation. Il pourrait, mais il va prendre des vacances en attendant. Donc, en tout cas, bien sûr, moi, je me réjouis du bon score des Verts allemands, bien que, justement,
je pense que quand on est dans un système complexe, comme les systèmes politiques nationaux ou internationaux, il y a toujours une pluralité de causes dans chaque fait qui se produit, et il y a des causes plus proches et puis des causes plus globales. Et ce qui est intéressant dans la discussion qu'on vient d'avoir, c'est que, tout compte fait, les causes globales, elles sont sur la chute des grands partis. Et ça, c'est un truc qui, probablement, est lié à une ambiance globale de nos nations, avec peut-être effectivement une ressemblance de plus en plus grande entre les partis de gouvernement, qui fait que, tout compte fait, les gens finissent par se demander si ça vaut vraiment la peine d'aller en choisir un ou l'autre, avec le système néolibéral qui donne de plus en plus l'impression que le pouvoir n'est pas dans les mains des politiques, mais dans les mains des financiers, avec l'appauvrissement des États. Les États n'ont plus d'argent. Si vous prenez les actifs de l'Allemagne ou de la France et puis que vous enlevez les dettes, eh bien, il ne reste quasiment rien. Et l'argent est donc chez des gens qui ne sont pas les dirigeants politiques. Je pense que tout ça fait que les grands partis ne donnent plus l'impression de pouvoir gouverner et que, du coup, on cherche autre chose. Alors après, tant mieux si les Allemands ont choisi les Verts. Malheureusement, dans d'autres cas, on pourra en reparler à propos du Brésil, il y a des cas où le choix est bien moins bon que ça. Et du coup, certainement, les migrants jouent un rôle dans cette affaire, mais je ne suis pas sûr qu'ils jouent un rôle si fondamental, parce que si jamais ils n'étaient pas là, il y aurait autre chose pour faire que ça ne marche pas. Voilà. Justement, si on va jusqu'au bout, on voit quand même l'augmentation également, enfin, même pas l'augmentation, hein, l'AfD qui fait quasiment son apparition, son entrée au Parlement de Hesse. Est-ce que justement ça ne valide pas, et je vais un petit peu plus loin que ce que vous évoquiez au début de cette émission, est-ce que ça ne valide pas l'analyse de Macron entre une nouvelle césure, on va vers une nouvelle césure entre progressistes qui seraient incarnés par les Verts et souverainistes et populistes? Non, franchement, entre l'effondrement des uns et la montée des autres. Je ne crois pas que ce soit ça la lecture de ces élections en Allemagne. Pour introduire un peu plus de complexité dans notre conversation, parce que moi j'aime beaucoup ça, est-ce que vous savez que les Verts sont au gouvernement... Restez avec nous, c'est passionnant. Oui. Est-ce que vous savez que les Verts sont au gouvernement du Land de Hesse en alliance avec la CDU? Et ça, c'est quand même le truc formidable, c'est que si c'était un désaveu des modes de gouvernement en Allemagne aujourd'hui, tous les partis qui sont au pouvoir, et là, en l'occurrence, au pouvoir dans la région... Vous pensez pas, Pierre, que c'est, comme disait notre consoeur Hélène Kohl, un rejet de la grosse coalition, du principe de la grosse coalition? Si, moi je pense que la grosse coalition a vécu, elle a fait son temps, et il y en a sans doute une de trop aujourd'hui, et ce qui a été tenté au début par Merkel, après sa contre-performance de septembre l'année dernière, et qui n'a pas réussi, qui était l'alliance jamaïque, comme on l'appelait, c'est-à-dire CDU, libéraux et verts, aurait peut-être été une meilleure formule pour redonner du souffle à la gouvernance de Merkel, que de reprendre les mêmes avec un SPD qui n'en voulait pas initialement, qui pensait qu'il lui fallait une cure d'opposition pour se refaire une santé, et qui finalement a voté pour, entre guillemets, sauver l'Europe. Et là, on est dans une situation aujourd'hui où effectivement, Merkel, elle a deux choix. Soit elle recompose sa coalition, effectivement, elle essaye de nouveau avec les Verts et le FDP, donc les libéraux, et là on a une nouvelle configuration et elle peut espérer tenir un petit peu plus longtemps, soit elle va autant de temps que le SPD reste au pouvoir avec elle, et puis il y aura des élections anticipées dans un an, dans 9 mois. Alors, puisque vous parlez d'Europe, pardon Alexandre, je vous coupe, mais je vous donnerai la parole juste après. Puisque vous parliez d'Europe, Merkel s'est exprimée à plusieurs reprises sur le sujet, sur les défis qui représentaient l'Europe, et ça correspond également à un certain nombre de sujets qui sont soulevés par nos internautes. On va y revenir dans un instant. Je vous propose d'écouter la chancelière. C'était au mois de juin dernier. Europa hat viele Herausforderungen, aber die der Migration könnte zu einer Schicksalsfrage für die Europäische Union werden. Alors, on a beaucoup parlé sur la nouvelle configuration politique, mais on a un peu effleuré ce sujet de la migration. Quand on lit justement ce que disent les internautes, je pense à Henri notamment, la chancelière a dépassé les bornes sur plusieurs sujets qui concernent non seulement les Allemands, mais l'Europe des 28. D'abord sur l'immigration. L'Europe va-t-elle subir les conséquences de cette crise politique en Allemagne? C'est ce que nous demande Johan. Merkel doit démissionner, c'est un échec personnel, c'est ce que nous dit un autre internaute. Elle paye le million et plus d'illégaux en Europe. C'est ce que dit également sur Twitter, depuis cet après-midi, quand on a posé la question, Jérôme notamment, qui dit « C'est la fin tant attendue d'Angela Refugee Welcome ». Est-ce qu'elle ne paye pas quand même ses choix en matière migratoire?
Je pense qu'effectivement, c'est incontestable, mais moi je lui tire mon chapeau. Je pense qu'en 2015, elle a eu une réaction absolument honorable et elle a fait ce qu'il fallait faire. Et je pense que si Merkel avait fait comme Orban, mettre des barbelés aux frontières, ça aurait été la honte de l'Europe. Je défends cette position. Je sais qu'elle ne sera peut-être pas très populaire parmi vos internautes. Mais c'est votre point de vue, et on le prend pour tel. Le point de vue de Guy Meilly et celui d'Alexandre Devecchio. Alors, oui, on prendra également le. D'abord, rappelons qu'elle est au pouvoir depuis 13 ans, et peut-être même elle fera presque 14, ce qui est pas mal, surtout pour en démocratie parlementaire, avec des gouvernements des coalitions. Qu'il y a aussi, parmi la longue liste de raisons, il y a aussi derrière une jeune génération qui commence à s'impatienter, donc ça pousse de tous les côtés, bougez-vous d'ici quand même. Elle n'était pas tendre, quand son tour est arrivé, elle savait comment faire. Alors pour revenir sur la question de l'immigration, je pense qu'elle était devant un choix impossible. Elle était devant un choix impossible. En quelque sorte, les migrants étaient déjà là. La question n'était pas qu'est-ce qu'on fait, on les laisse venir ou pas. Il était déjà entre la Grèce et la frontière allemande, dans une sorte de chaos impossible. En plus, c'était l'été, donc il n'y avait personne pour s'en occuper globalement. Et donc, il était devant un choix impossible, mais ça ne change pas en fait, la question fondamentale, c'est que c'était la goutte d'eau. C'était la goutte d'eau. Alexandre ? Non, moi je crois qu'elle s'est quand même mise dans cette situation-là un peu toute seule. On se souvient qu'elle a pris sa décision après les images du petit Elan, sur une décision liée à l'émotion, et puis en plus elle a dit j'accueille qui était mort sur une plage, et en plus elle a dit j'accueille 1 million de migrants, venez. Elle a créé un appel d'air et effectivement elle a obligé Viktor Orban à protéger les frontières de l'Europe. Donc elle a fait les choses d'une manière, à mon avis, sur une réaction émotionnelle et pas du tout en faisant preuve de réalisme politique. Ça aurait pu être géré beaucoup plus calmement sans créer d'appel d'air. Après, sur le contexte global en Europe, moi j'ai quand même une pensée pour 2 personnes aujourd'hui quand je vois les résultats des élections. C'est premièrement Emmanuel Macron qui voulait refonder l'Europe, faire une Europe souveraine basée sur le couple franco-allemand. On voit que le couple franco-allemand est mort et qu'il s'agirait peut-être de trouver d'autres alliances. Et puis une pensée pour Laurent Wauquiez qui a toujours autant d'intuition politique et qui effectivement a fait il n'y a pas très longtemps un voyage pour aller voir Madame Merkel, la femme forte de l'Europe. Je crois que ça dit aussi des choses sur les vieux partis politiques, à quel point ils ne comprennent pas le contexte actuel. Bon, mon cher Alexandre, j'ai vu que vous n'avez pas choisi la facilité ce soir. Il y a un point peut-être qui a été oublié dans cette discussion, c'est qu'on est des animaux et qu'on se reproduit. Et que la démographie d'une population, c'est quelque chose, et que la démographie allemande, comme tout le monde le sait, est catastrophique. Qu'actuellement, le taux de naissance est bien insuffisant pour maintenir une population allemande avec une pyramide d'âge raisonnable. Et que donc, je pense que sur le long terme, il est clair que l'Allemagne ne pourra pas se passer d'accepter des migrants pour avoir un fonctionnement démographique convenable. Et ça fait partie, à mon avis, des données du problème qui sont... on parle que des aspects humanitaires, etc., mais je pense que ces aspects-là ne peuvent pas être négligés. Alors, Pierre-Henri Gouillan, je vous renvoie à une excellente émission qui a été faite ici. C'était justement les 1 an, autour des 1 an de l'élection d'Angela Merkel. Et précisément, quelqu'un de l'IFRI expliquait que le patronat allemand est revenu de cette idée, notamment sur la démographie allemande. Le débat continue. On ne va pas l'épuiser ici. Je cite la dernière phrase de nos internautes, Henri Paul, qui explique « Ce qui arrive à Merkel n'est pas un cas isolé. Le pouvoir peine partout à communiquer sur ses actions. » On vous posait également la question sur Twitter et vous avez vu la réponse sur le fait que Merkel doit partir ou non. L'autre question qu'on vous pose sur Twitter, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil, 55,13%. Donc c'est ce chiffre, ce score qui marque un tournant dans l'histoire du Brésil et qui marque l'élection de Jair Bolsonaro. Voici une de ses toutes premières réactions, c'était cette nuit, je vous propose de l'écouter. Liberdade é princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país.
liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter opinião, liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. Voilà, c'est Bolsonaro, il faut être précis. Et je remercie Azilise Lecor qui m'a corrigé. Ça vous rassure ce que vous venez d'entendre, Guilmi Haïli? Pas Bolsonaro. La liberté de rire est déjà une réponse. Bon, pour essayer de mettre les choses dans un contexte un petit peu plus large, au moins depuis 1930, au Brésil, il y a des époques, 2 ou 3 décennies de démocratie plus ou moins libérale, avec 2 ou 3 décennies de dictature ou de régime autoritaire. Donc il y avait Vargas, après il y avait la Deuxième République entre 1945 et 1964, avec un retour de Vargas au milieu, avec une histoire rocambolesque à la Boulanger. Et après, on a la Nouvelle République. Le problème du Brésil, et c'est d'une banalité affligeante, c'est que c'est toujours un pays d'avenir. Toujours un pays d'avenir. Depuis très longtemps, c'est toujours l'avenir. Ils n'arrivent pas à contourner le problème de fond qui sont liés au développement économique et social de ces pays. Ils ont toujours des élites qui restent à peu près les mêmes, avec les mêmes genres de problèmes politiques. Et donc, on est dans une longue série de hauts et de bas. Et l'homme qui vient de gagner les élections, c'est un grand mystère, parce que pour aller vite, c'est un yaka, c'est-à-dire il n'y a qu'à faire ceci, il a des solutions pour tout. Il est très très peu probable que s'il met en exécution ce qu'il a dit, ça ne peut pas aller très loin, mais on ne peut jamais exclure le fait qu'on ne gouverne pas seul, qu'il n'a pas le contrôle de Parlement, que justement il y a un certain nombre d'élites et en fonction publique, et donc en fait tout est possible, le pire comme, je ne dirais pas le meilleur, mais comme le pas mal. Alors justement, là, quand même avec cette digression historique, je vous remercie. Donc, je rappelle que vous êtes un brillant historien, diplômé de l'Université de Tel Aviv. Pierre, est-ce que justement quand on entend Guilmi Haïli, et on peut lire également ce que dit Alexandre sur Twitter, son élection peut avoir 2 issues, une dégradation des relations internationales ou un appel à se réveiller contre les idées extrémistes. Est-ce qu'on n'a quand même pas un peu peur avant d'avoir mal ? Non, je ne crois pas, parce que cet homme a une histoire. Je sais combien je suis provocateur en vous posant cette question-là. Oui, cet homme a une histoire. Il n'est plus à Libé, donc vous pouvez parler librement. Le jour où Dilma Rousseff a été destituée au Parlement brésilien, Bolsonaro a dit qu'il dédiait son vote à l'homme qui a torturé Dilma Rousseff lorsqu'elle était militante contre la dictature. C'est un homme qui a une histoire, ces déclarations à l'emporte-pièce disant qu'il préférerait tuer son fils plutôt que d'apprendre qu'il était gay. Enfin, on peut les multiplier, on les connaît, le florilège de ces déclarations. Donc moi je veux bien que tout ça soit du cinéma et qu'une fois élu, il prononce 14 fois le mot liberté dans son discours. Bon, ça c'est du bon spin, c'est un spin doctor, c'est un conseiller en com qui lui a écrit son discours et pour rassurer la communauté internationale. Moi je pense que les premiers qui ont à s'inquiéter, c'est évidemment les Brésiliens, parce qu'il y a du Rodrigo Duterte dans cet homme, c'est-à-dire le président des Philippines, qui a mené une guerre contre la drogue et lui veut mener une guerre contre la criminalité, qui s'est traduite par des milliers d'exécutions sommaires aux Philippines, par une presse qui a été totalement muselée. Là, je parle en tant que Reporters sans frontières. On a un partenaire aux Philippines qui est un média qui a été totalement piétiné par le gouvernement de Duterte et on peut craindre la même chose au vu des déclarations qu'il a faites. La deuxième crainte qu'on peut avoir et qu'on doit légitimement avoir, mais là c'est en tant que citoyen du monde,
c'est pour l'Amazonie et pour l'environnement. Alors on va y revenir. C'est quand même on va y revenir dans un deuxième temps, mais juste on va rester sur ces questions-là et sur les premiers signaux qui ont été envoyés par son élection. Alexandre Devecchio, je vois ce que nous dit un de nos internautes, Gepetto, qui dénonce le fait que les élites sont contre Trump, contre Bolsonaro et donc contre la volonté exprimée du peuple. Ça, je le vois, on peut effectivement comprendre ce qu'écrit cet internaute. D'un autre côté, quand on voit les militaires en treillis uniforme célébrer cette élection dans les rues, comme on l'a vu cette nuit, on n'est pas forcément rassuré. Non, moi je suis très, très partagé sur cette histoire. Bon, d'abord, je m'incline devant le suffrage universel. On peut être d'accord ou pas d'accord avec Bolsonaro. Maintenant, il a été élu et élu démocratiquement. Ceci étant dit, je pense pour le coup qu'il y a des raisons de s'inquiéter. On dit la volonté du peuple, mais pour le coup, c'est plus compliqué que ça. Il est aussi beaucoup comparé aux populistes comme Trump ou comme Salvini. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. D'ailleurs, il a été quand même défendu par les milieux financiers, les milieux économiques, donc ce n'est pas totalement le même candidat du peuple que les autres populistes, puisque son électorat est plus chez les classes aisées que chez les classes populaires. Alors, ce matin, une journaliste brésilienne qui était invitée de Décrypteur disait que il y avait à la fois, et Olivier Compagnon, qui est l'un des responsables de l'Institut des hautes études d'Amérique latine à la Sorbonne Nouvelle, disait qu'à la fois c'était les classes aisées qui l'avaient porté, mais une partie des classes populaires. Une partie des classes populaires qui sans doute ont été séduits par le discours d'ordre. S'il a été élu, c'est avant tout parce que c'est un pays miné par une insécurité folle. 64 000 meurtres par an. Il y a un besoin d'ordre dans le pays, mais il faut quand même en revenir. Je pense que c'est l'un des facteurs principaux, mais les conditions rocambolesques de cette élection. Je rappelle quand même que Dilma Rousseff a été destituée pour des questions budgétaires. On dit pour des questions de corruption, c'est pas vrai. Elle a été destituée parce que elle avait maquillé le déficit budgétaire. Donc voilà. Elle a été remplacée par le président Temer, qui est tombé quand même à, s'il devait se présenter là, il était à 1% d'intention de vote, qui a fait une politique néolibérale complètement folle, gelant le budget pour 25 ans, des privatisations à outrance. Donc quand on a le gouvernement ensuite. Lula, qui a fait sortir quand même 30 millions de personnes de la pauvreté, qui était le grandissime favori, je le rappelle, de l'élection, qui aurait sans doute gagné au premier tour s'il avait pu se présenter. Donc quand on a le gouvernement des juges, des comptables, n'a pas eu le même... il était inconnu et s'est présenté à la dernière minute. Donc, il est quand même allé voir Lula, je rappelle que les partis de centre-droit et centre-gauche, qui sont quand même à l'origine de ces destitutions, ont été balayés dès le premier tour, là encore une fois. Donc quand on a le gouvernement des juges, des comptables et des technocrates, le peuple se venge et il ne faut pas s'étonner de ce résultat électoral-là. Maintenant, c'est plus inquiétant qu'ailleurs, puisque le Brésil n'est pas les États-Unis. Effectivement, comme l'a rappelé Gilles, il est sorti de la dictature seulement en 85. Et effectivement, je pense que le programme de Bolsonaro est beaucoup plus inquiétant que ce qu'on voit chez les populismes européens. Après ce réquisitoire quasi chaviste d'Alexandre Devecchio, justement, je voulais avoir l'avis de... néolibéral, je pense, Bolsonaro. Il a le style chaviste. Justement, Pierre-Henri Gouillon, avant de revenir peut-être éventuellement sur ce que Chavez a représenté, en tout cas le Venezuela a représenté dans cette campagne, l'exploitation de l'Amazonie telle que la promet, telle que la promeut Bolsonaro, j'imagine que ça vous inquiète. Ah oui, ça nous inquiète. Ça nous inquiète entre autres parce que Bolsonaro est en train de proposer ça au Brésil. Mais quand on voit déjà ce qui se passe en Argentine, avec les immenses surfaces cultivées en soja transgénique, désherbées en avion, avec une seule variété sur des millions d'hectares, bien sûr qu'il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter à deux points de vue. D'une part, la disparition d'une entité écologique très très importante, donc qui est cette forêt amazonienne qui pour le moment tenait encore le coup, contrairement à aux forêts de Java, de Bornéo, etc., qui ont toutes les chances de disparaître complètement d'ici pas très longtemps. Là, il y avait encore quand même un gros réservoir. Et c'est sûr que si le Brésil attaque violemment la forêt, eh bien, ça sera une très grosse perte. On peut difficilement prédire quelles sont les conséquences exactes de la disparition d'une partie importante de cette forêt. Ça va changer plein de choses, y compris le cycle du carbone, parce que
l'Amazone emportait beaucoup de carbone produit par la photosynthèse des plantes dans l'océan. Ça va changer en termes de biodiversité, ça va changer en termes de climat plus ou moins local, ça va changer énormément de choses et on ne sait pas tout prédire à l'heure actuelle. Et puis, ça va changer aussi sur le plan agricole parce que, évidemment, cette forêt sera remplacée par de l'agriculture intensive à forte dose d'intrants, extrêmement homogène. Et donc, on va encore perdre de la diversité dans le milieu agricole. J'insiste là-dessus, la biodiversité, c'est pas que dans les forêts. Avait soutenu également un certain nombre d'initiatives qui étaient contraires à l'environnement. Alors Lula a beaucoup évolué dans son attitude, puisque quand il est arrivé, il était un fort défenseur d'une agriculture durable, etc. Et il a eu besoin d'argent. Et ceux qui il n'y a pas eu que le Petrobras, il y a eu l'éthanol aussi. Voilà, aussi, il y a eu, et puis il y a eu des entreprises qui lui ont proposé de l'argent contre le fait d'accepter leurs produits, des entreprises d'agro et de semences. Et donc, effectivement, il a cédé. Alors, moi, j'ai entendu tout ce que vous avez dit contre Bolsonaro. Là, c'était une unanimité encore allemande. Guillaume nous dit, en revanche, les internautes sont moins d'accord avec vous. Guillaume nous dit, après les années Lula et Rousseff, c'est sûrement un virage vers plus d'honnêteté. La sécurité est nécessaire au Brésil, nous dit Henri Paul, d'où cette élection, les prémices de la situation française. Bon, c'est un point de vue. Et Nicole nous dit, mais c'est un point de vue en tout cas qu'on entend, c'est insupportable cette façon de dénier la volonté des peuples quand ça ne plaît pas à l'establishment. C'est ce que nous dit Nicole. Bah, je pense que il a été élu à la régulière. Il est tout à fait légitime. Personne ici ne conteste la légitimité de cette élection. C'est pas la question n'est pas là. La question, elle est d'analyser les conséquences et les ressorts de cette élection. Et là, je veux dire, moi, effectivement, je fais mon édito ce matin sur France Inter là-dessus, et je me suis fait attaquer sur le thème vous n'acceptez pas le résultat quand il ne vous plaît pas. Moi, d'abord, je ne suis pas brésilien, je n'ai pas à accepter ou pas le résultat des élections brésiliennes, et je ne le conteste pas. Je pense que c'est une catastrophe pour les Brésiliens et accessoirement pour le monde, pour des raisons qui viennent d'être évoquées. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une part d'universel dans cette histoire, il y a une part locale dans l'histoire du Brésil et dans la sociologie et dans la réalité du Brésil. Il y a une part universelle, c'est que vous avez une classe politique qui s'est discréditée, vautrée dans la corruption, le népotisme et l'incurie, et qu'elle est désavouée, et que Bolsonaro était l'homme qu'il fallait au moment où il fallait pour ramasser la mise. Et le seul élu brésilien qui n'était pas atteint par la corruption. Voilà. De presque défendre la gauche brésilienne, mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas la gauche brésilienne qui était au pouvoir ces 2 dernières années. Alors, on aura entendu en tout cas ce point de vue, Alexandre, c'est la vérité, les JO et les investissements et tout ça, c'était la gauche. On reviendra sur ces questions-là, on n'a pas terminé. C'est le 1er janvier que Jair Bolsonaro prendra ses fonctions comme nouveau président du Brésil. Il a eu les félicitations cette nuit, en tout cas d'un autre président américain, c'est Donald Trump. Le président américain qui est mis en cause par une partie des médias américains et internationaux pour ses propos et sa rhétorique, surtout après 2 affaires, celle des colis piégés et celle de la tuerie de Pittsburgh. 29 chefs d'accusation ont été retenus à l'encontre de Robert Bauer, l'auteur de la tuerie contre la synagogue de l'Arbre de Vie à Pittsburgh samedi, 11 morts au dernier bilan. On a entendu Donald Trump s'exprimer et il a condamné l'acte et l'œuvre d'un cinglé. Anti-Semitism and the widespread persecution of Jews represents one of the ugliest and darkest features of human history. The vile, hate-filled poison of anti-Semitism must be condemned and confronted everywhere and anywhere it appears. There must be no tolerance for anti-Semitism in America or for any form of religious or racial hatred or prejudice. Guy Milaili, c'est clair, net et sans appel. Oui, c'est un beau discours. Allez, pour la question, est-ce que c'est la faute à Donald Trump? C'est ce que pense notamment le patron de l'Anti-Defamation League. Oui, alors je pense que profondément, Donald Trump est un symptôme de quelque chose presque autant que cet assassinat ou que les 294 autres
cas de meurtre de masse aux États-Unis depuis le début de 2018. Après, en accalmie, parce qu'il ne faut pas oublier à quel point la société américaine est violente. Et même les années 60, que beaucoup regrettent, il y avait 3 assassinats politiques majeurs, les 2 Kennedy et Martin Luther King. Il y avait le sniper fou de Texas avec 49 morts. Il y avait des assassinats dans les États-Unis. Et pour aller dans la suite, je recommande d'ailleurs le récit de Laure Mandeville dans le Figaro à retrouver, qui est le début d'une longue série sur justement des reportages en Pennsylvanie qui expliquent combien il y a une ambiance de guerre civile actuellement dans la campagne. Pour ne pas aller plus loin, les 50, 40, 30, c'était horrible. Il y avait en accalmie entre les années 70 et les années 2000 qui s'est terminée probablement avec la présidence d'Obama et avec le Tea Party. Donc tout ce qui se passe à partir de ces moments-là, et évidemment, je pense que profondément, les choses sont... La raison profonde, c'est la fin, la mort lente de classe moyenne aux États-Unis, les changements de modèle économique, la mondialisation. Et donc qui repolarise et qui recrée une tension. Et donc, alors évidemment, je pense que Trump n'a rien fait pour calmer les jeux. Ça, on peut le dire. Mais il n'est pas responsable, c'est ce que nous dit Pierre Aski. Il se trouve que moi, je suis revenu hier des États-Unis. J'ai passé toute la semaine dernière à New York et Washington. Et c'est frappant la polarisation extrême qu'il y a dans ce pays. À côté de ça, la France, c'est les bisounours. Et donc vous avez une situation où... Est-ce que ça n'a pas toujours été quand même un peu comme ça, même s'il y a eu cette accalmie? Franchement, je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où Trump parle à sa base, parce que le discours qu'on a entendu, qui est magnifique, ce n'est pas ce qu'il a dit les 2 premiers jours. Ses premières réactions, et notamment le soir même de la tuerie de Pittsburgh, il avait un meeting électoral. Il a dit qu'il avait failli annuler son meeting parce qu'il avait une journée à mauvais cheveux, comme il dit. Je veux dire, cet homme, voilà, aux yeux d'une partie de l'Amérique, est sans foi ni loi, et aux yeux d'une autre partie de l'Amérique, c'est l'autre partie qui est sans foi ni loi et qui n'est pas crédible. Il y a 2 mondes totalement parallèles qui se haïssent aujourd'hui. On en est à ça. Et donc, moi, je pense que... Donc c'est plus profond. Oui, c'est plus profond, mais c'est évident que Donald Trump est le pompier pyromane dans cette affaire. Il joue en permanence à inciter à la violence, et lorsqu'elle se produit, il dit « Oh ben moi, je ne suis pas responsable de ce qui se passe ». Et ça, il n'est pas le seul à être dans ce cas-là, quand même. Alexandre. Non, c'est excessif qu'il y ait une polarisation aux États-Unis, c'est un sujet, mais jamais Donald Trump a appelé à tuer les gens, à tuer des Juifs dans une synagogue. Je crois que la personne, en l'occurrence, lui reprochait d'être trop philosémite et trop mondialiste. Donc, il n'a pas voulu prendre parti entre les néo-nazis et les les contre-manifestants. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Donc je crois qu'on mélange 2 choses. Bon, il y a le problème du port d'armes aux États-Unis. Là, il a une responsabilité, mais les démocrates ont fait exactement la même chose avant. Et il y a effectivement la question des fractures américaines qu'on retrouve en France de manière moins nette, mais avec effectivement une Amérique populaire, une Amérique ouvrière, une Amérique du centre qui est opposée de plus en plus à l'Amérique des côtes et des grandes métropoles. Et je crois qu'il y a des responsabilités dans les 2 sens. Si cet électorat populaire est aussi radicalisé, c'est parce qu'il a été méprisé, insulté par l'élite des côtes depuis des années. Et souvenez-vous d'Hillary Clinton qui parle du panier des déplorables. Et c'est pas que moi qui le dis, c'est Marc Lilla, universitaire américain proche du Parti démocrate, qui explique que ces étudiants considèrent que le centre de l'Amérique, c'est quasiment une jungle, et ce qu'il y a de plus dur pour eux, c'est d'aller prendre un café tout simplement dans l'un de ces États pour parler à l'Amérique populaire. Donc je crois que si Donald Trump a peut-être radicalisé cet électorat là, c'est valable dans l'autre sens. Et voilà, il y a une guerre culturelle qui est installée. Et effectivement, il faut que ces 2 Amériques finissent par se parler. Mais j'ai autant peur du mouvement MeToo, qui est une sorte de nouveau macartisme et d'un féminisme, par exemple, délirant, que des saillies de... Mais Donald Trump n'a pas fait de mort. Arrêtez
de dire ça. L'homme ne se revendiquait pas de Donald Trump, il était anti-Trump, c'était un fou. C'est marrant. Pourquoi c'est un fou? Quand les gens qui se revendiquent de l'idéologie islamiste, par exemple, il y a une certaine gauche qui nous explique que c'est des fous, et là c'est un fou, il n'a pas parlé de Donald Trump. Il s'en est pas pris d'ailleurs, il s'en est pas pris à l'élite de la côte Est. Enfin, je ne vois pas pourquoi vous politisez cette affaire-là. Donc je pense qu'on parle de deux choses différentes. Qu'il y ait une guerre culturelle aux États-Unis, c'est une chose. Qu'il y ait un problème de violence qui existe depuis la naissance de ce pays avec le port d'armes, c'en est une autre. Mais je crois qu'on ne peut pas accuser Donald Trump de cette histoire américaine violente depuis toujours. Donald Trump s'est appuyé sur l'alt-right, l'extrême droite américaine, pour se faire élire. Il n'a jamais voulu désavouer ni le Ku Klux Klan, ni les néo-nazis de Charlottesville. Et il a laissé faire toute cette frange-là sans... Il y a des lobbies pro-israéliens qui ont soutenu Trump et ils ne sont pas dans l'alt-right. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a que l'alt-right. Il n'aurait pas été élu s'il n'y avait que l'alt-right qu'il avait soutenu. Mais il n'a jamais prononcé une parole pour désavouer cette frange extrémiste de plus en plus vocale aux États-Unis. Et c'est pareil pour l'homme qui a envoyé les colis piégés, qui se baladait dans un camion avec l'effigie de Donald Trump. Oui, mais est-ce que ça fait de Trump un coupable, le fait Mais non, mais c'est toujours la même histoire. C'est pas celui qui incite à la violence. Lorsque Donald Trump, dans les meetings, désigne les journalistes en disant fake news, machin, etc., le jour où il y aura un journaliste qui se fera tabasser, parce que ça arrivera aux États-Unis, il y a une telle... c'est chauffé à blanc aujourd'hui. Donald Trump dira moi, j'ai jamais dit qu'il fallait leur casser la figure. C'est toujours la même histoire. On peut se retrancher en disant j'ai rien à voir avec tout ça. Et Bolsonaro, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, a dit exactement... Revenez pas sur le débat. Non, mais c'est la même histoire. Il y a des partisans de Bolsonaro qui ont tabassé une femme. Pour le coup, Bolsonaro a des défauts, mais c'est lui qui a été agressé et poignardé. Oui, mais il y a une femme à qui des gens ont creusé une croix gammée sur le corps avec un couteau, qui étaient des partisans de Bolsonaro. Il a dit mais moi je peux rien faire si je ne connais pas ces gens-là. On est toujours dans cette même histoire. Vous créez un climat et ensuite vous n'avez aucune responsabilité. Il y a un moment, il faut assumer aussi ses responsabilités. French Social nous dit en réponse à la question Twitter, en insultant tous les jours sur Twitter, en prenant les théories du complot et en mentant régulièrement, Trump attise la haine et la violence. BCH nous dit en plus du Trump bashing, on ne peut pas en faire le bouc émissaire. Nicole nous dit les démocrates ont décidé que Trump était le diable et tout ce qui arrive aux États-Unis est de sa faute. On continuera bien sûr d'en parler. Les scientifiques, c'est le diable. Parce que vu comment ils traitent la science, là, il y a... on continuera d'en parler et justement d'en faire une émission sur les accords de Paris. En attendant, je voulais vous poser une dernière question. C'est si vous regrettez les années Gildas, comment réussir à la télévision quand on est petit, breton, avec de grandes oreilles. C'était le titre des mémoires de Philippe de Gildas. C'était difficile d'échapper à l'info, difficile également d'échapper à une de ses émissions. L'animateur est mort ce week-end des suites d'un cancer à 82 ans. Et parmi les hommages, les nombreux hommages, on a retenu celui de Michel Drucker. C'est un géant de l'audiovisuel qui disparaît. C'est quelqu'un qui savait tout faire, qui était très très doué. Un des rares, très très rare, on est compte sur les doigts d'une main, avoir été un brillant journaliste, brillant animateur, patron, un créateur, et c'est l'homme le plus polyvalent, le plus éclectique que j'ai jamais rencontré. Je suis allé le voir à l'hôpital il y a pas tellement longtemps, il avait encore des choses à nous dire, 82 ans, c'est jeune dans notre métier maintenant. Pierre-Henri Gouillon, il n'avait pas fait Ushuaïa, mais il a fait quand même de belles émissions d'aventure. Vous gardez un souvenir, un hommage pour Philippe Gildas ? Moi, franchement, je regarde extrêmement peu la télévision, mais le peu c'est pour que ça que vous êtes ici, sur la télé, d'après la télé. Voilà, c'est ça. Et le peu que j'ai vu de lui, c'était plutôt sympathique, mais c'est vrai que c'était une époque qu'on est nombreux à regretter. Alors, c'est normal, on la regrette parce qu'on était plus jeunes déjà, ça on n'y peut rien, mais ce qui est terrifiant, c'est que les jeunes regrettent cette époque-là qu'ils n'ont pas connue. Et ça, moi, je trouve ça très triste parce qu'on a une jeunesse actuelle qui, tout compte fait, regrette une époque en ayant l'impression que nous, on a vécu l'âge d'or et qu'eux, ils ne l'ont plus. Bon, je vais poser la question au Benjamin du plateau. Non, mais moi, j'étais petit, pour le coup, c'est mon enfance, c'était quand Canal+ était en clair. Et effectivement, peut-être que je vais confirmer ce que vous dites, je préfère toujours le vieux monde au nouveau et je suis plus nulle part ailleurs que le petit journal. Gilles, un hommage ? Oui.
c'était un homme d'idées, c'est-à-dire à la radio il innovait, à la télé il innovait, et je pense que c'est toute une génération qui nous manque parce que si on regarde et la radio et la télé, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de format révolutionnaire, qu'on n'arrive pas à renouveler, que tout est en train de... La télé est en train de mourir. La télé est en train de mourir et on sur assiste... la vidéo sur le web. Exactement, exactement. Donc pour moi, il appartient à cette génération. Ça a duré entre 50 et 90, 2000, où la France foisonnait d'idées, des formats et qui a révolutionné les médias. Pierre Aski. Moi, j'avoue que j'ai peu de souvenirs personnels de Gildas, parce que c'était des années où je ne sais pas où j'étais, mais en tout cas, je n'ai pas regardé nulle part ailleurs. Et j'ai adoré voir les rétrospectives. À l'IB et à l'étranger, voilà, beaucoup. Ce que vous faisiez. Et j'ai adoré voir les rétrospectives depuis qu'il a disparu, et qui étaient plutôt sympathiques. C'est-à-dire que voilà, ce sont des émissions et un personnage qui me semblait sympathique, ce qui n'est pas toujours le cas des animateurs de télévision. Alors, ce que dit le commentaire, la relève n'arrive pas à sa cheville. Hanouna, Ardisson, Ruquier. Moi, je trouve que le commentaire est un peu vache. Moi, j'ai un fait pour Ardisson. Dernière question. Entre les nuls, nulle part ailleurs, la chasse au trésor, la tête et les jambes, est-ce que vous avez une préférence? Pierre-Henri Gouillon. Je ne les connais pas. Ah, ne me dites pas que vous ne connaissiez pas la chasse au trésor et Philippe de Dieuleveux. Non, je ne connais pas. Je vous avais pris pour quelqu'un de bien. Bah, je suis désolé. Ne me posez pas la question. Si. Je vais faire la même réponse. J'avoue que vous étiez en Chine. Voilà. En Chine de Mao. Voilà, exactement. J'ai un alibi. La tête et les jambes. Nulle part ailleurs. Ouais, c'est nulle part ailleurs qui est également plébiscité. Donc bon, je vous aurais pas menti en vous disant que c'était pour ma part la chasse au trésor. Et hommage et grand souvenir à Philippe de Dieuleveux qui l'a incarné. Le fil de la vie, la face immatérielle du vivant, c'est l'ouvrage collectif qu'on recommande et c'est celui que vous avez écrit, co-écrit, Pierre-Henri Gouillon, et c'est chez Odile Jacob. C'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup et merci de vos éclairages. Le dernier numéro de Causeur, il est consacré à Éric Zemmour. Le prochain ? Les prochains, c'est sur le livre autour d'Ave et l'homme. Qui se passe en Seine-Saint-Denis. La géopolitique de la Chine, Pierre Aski, c'est aux éditions Erol. C'est bien ça. Et les nouveaux enfants du siècle, Alexandre Devecchio, c'est au Cerf. Il y en a un autre qui est en préparation? Oui, sans doute. Le nouveau monde populiste. Donc, voilà, c'est d'actualité. Eh bien, on les attend avec impatience. Dans une heure, vous avez également rendez-vous ici, dans ce plateau-ci, sur Figaro Live, avec Audition publique, l'émission qui est présentée avec la Chambre parlementaire Public Sénat et l'AFP, l'invité, et Marc Chesneau, le nouveau ministre des Relations avec le Parlement. Et demain, vous retrouvez Marc Fesneau, pardon. Demain, vous retrouvez Guillaume Roquette, et là, le nom n'est pas écorché.